Bonjour Kelly, Bonjour. comment tu vas? Ben ça va bien et toi? Ça va, merci, c'est gentil. Je voulais te remercier en fait d'avoir accepté de participer à ce podcast et tout, de témoigner. Je trouve qu'il faut quand même du courage pour en parler, donc merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi de nous donner l'occasion du coup d'en parler. Ouais, c'est normal. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Kelly, moi j'ai 30 ans, j'habite dans le sud-ouest de la France, je suis mariée et j'ai 4 enfants âgés de le plus grand 9 ans et la plus petite 2 ans. Je suis coiffeuse à domicile. Voilà pour les infos. D'accord. C'est cool ça d'être coiffeuse à domicile. Ouais, J'en cherche, tu vois. c'est vrai? Ouais, j'en cherche une. Ouais, il y en a de moins en moins. C'est ça. Du coup, tes symptômes, elles sont apparus quand? Alors, moi j'ai toujours eu des règles très, très hémorragiques. Hmm. Donc ça, c'était le premier symptôme, mais par contre, j'avais pas de grosses douleurs. Pendant très longtemps, je peux pas me plaindre de douleurs, j'ai vraiment pas eu de douleurs et ça a commencé vraiment, vraiment les grosses douleurs, c'était après mon 3e enfant, en fait. D'accord. C'était il y a 4 ans à peu près. Donc du coup, ouais, elles sont apparues après quoi d'avoir eu tes règles, quoi. Ouais, tout à fait. Non, pendant l'adolescence, franchement, bon, ça tiraillait comme, des règles normales, quoi, mais j'ai jamais eu de grosses douleurs, mis à part le fait que, par contre, j'avais des règles hyper, hyper abondantes. Ouais, je vois très bien. Moi, j'avais les douleurs avec. Ouais, mais j'ai eu de la chance, elles sont arrivées tard. Je sais qu'il y a des filles qui, dès l'adolescence, en souffrent, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire à peu près les étapes de ton diagnostic, comment ça s'est passé? Ouais, bien sûr. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai eu mon premier bébé sans souci, donc à 20 ans. Mhm. Vraiment aucun problème, retour de couche, tout était normal, mis à part les règles, vraiment, c'était très hémorragique, donc ça, c'est embêtant dans le sens où, bah, tu même plus envie de sortir parce que tu sais qu'au bout d'1 heure, il faut déjà te changer, donc ça, c'est un peu relou et après, j'ai 2 ans à peu près après mon 1er, j'ai perdu un bébé et quand j'ai perdu ce bébé-là, on m'a fait, une échographie pour essayer de, trouver un peu la raison, de ce qui s'était passé Mhm. et quand on m'a fait l'échographie, on m'a dit: écoutez, vous avez des adhérences, on suspecte de l'endométriose». D'accord. Mais on m'a rien dit de plus. Vraiment, on Mm. m'a laissée avec ça. On m'a dit: «Il faudra approfondir», voilà. Et le truc, c'est que moi, derrière, j'ai vraiment pas eu de mal à retomber enceinte. Même pas 1 mois après, j'étais retombée enceinte. Oui, J'avais pas de grosses douleurs, donc j'ai pas eu de mal à avoir mes autres enfants derrière. Donc du coup, j'ai pas à ce moment-là, approfondi, pour voir vraiment ce que j'avais, quoi. d'accord. Ouais. Et après mon 3e enfant, donc en 2020, là, j'ai commencé vraiment à avoir des douleurs, dans les ovaires. Mm. Ça me tiraillait, ça commençait vraiment à être gênant. J'ai laissé un petit peu, j'en parlais au médecin, mais le médecin me disait: «Bon, c'est normal, c'est le retour de couche» et puis après il me disait: «C'est normal, c'est des règles». Ouais. Voilà, on a un peu banalisé le truc, donc j'ai jamais cherché plus loin et quand j'ai eu ma fille, donc en 2022, Mm. j'ai eu ma fille et là, par contre, le retour de couche, il a été hyper violent. J'ai passé des journées où je pouvais pas me lever, j'avais vraiment très, très mal et après, à chaque fois que j'avais mes règles, c'était de pire en pire. Vraiment, j'avais vraiment très, très, très mal. Donc j'en ai parlé vraiment au médecin en insistant. Bon, on n'a pas pris trop, trop au sérieux les douleurs. Du coup, j'ai demandé vraiment une ligature des trompes en pensant que ça allait peut-être m'aider. Au début, j'ai galéré à ce que un gynéco veuille bien me le faire parce que tu imagines bien qu'à moins de 30 ans, Ouais. ligature des trompes, c'est compliqué. On voulait pas, mais moi, j'étais sûre de moi. J'avais 4 enfants, puis je savais que j'en voulais plus, quoi. Ouais. Donc, j'ai réussi à trouver un gynéco qui a accepté de le faire et il m'a parlé du Novachur, donc la technique pour brûler l'endomètre en même temps. Mm. Il m'a dit que ça m'aiderait du coup à moins saigner. Oui. Et il m'a dit, les douleurs devraient s'estomper avec la ligature. Voilà, c'est tout ce qu'on m'a dit, mais j'avais pas de diagnostic encore. D'accord, ouais. Donc j'ai fait la ligature, j'ai fait, le Novachur en même temps. Ça a été très, très douloureux pour ma part. Vraiment pendant 3 semaines, c'était très compliqué. J'ai eu très mal et en fait après, ça a encore plus empiré. Les douleurs vraiment, elles étaient plus supportables, j'arrivais plus à aller travailler. J'avais une douleur qui allait jusqu'à dans la jambe, c'était terrible. Mm. Donc j'ai insisté et tu vois, il y a 3 mois à peu près, ouais, 2 mois et demi, j'ai fait une grosse crise où là, je tenais plus, j'ai cru que j'allais mourir. Donc j'ai été aux urgences. On m'a fait une échographie et quand on m'a fait l'échographie, on m'a dit: «Écoutez, vous avez des plaques d'adhérence. Est-ce qu'on vous a déjà parlé, d'endométriose?» Je lui dis: vaguement quand j'ai perdu un bébé à 20 ans, mais on m'en a pas reparlé depuis, quoi». Ouais. Et elle me dit: «Écoutez, je pense que vous avez ça, mais il faut faire une IRM pour confirmer».
Donc j'ai fait l'IRM quelques semaines après et l'IRM a révélé endométriose et adénomiose. D'accord, ouais. Donc moi, je me retrouve avec le diagnostic, je savais même pas que l'adénomiose ça existait, je savais pas ce que c'était. Donc je suis allée voir mon médecin et c'est là du coup qu'il m'a donné le diagnostic et qui m'a expliqué vraiment ce qu'était cette maladie. Mmh. Et voilà, c'est ça. Ah ouais, bah, tu vois, c'est comme moi. Mmh. Ouais. Ouais, c'est ça et puis ça te prend un coup en plus. Donc ouais, c'est terrible. Ouais. Bah ouais, j'imagine. Et tu as eu le diagnostic toi quand même? D'accord. OK. D'accord. OK. Ah oui, d'accord. OK, ça marche. D'accord. OK. Mmh. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. Ouais, la prise en c'est catastrophique. La prise en charge après une fausse couche, c'est vraiment que ce soit une grossesse extra-utérine ou une grossesse, normale, c'est une catastrophe. Moi, c'est pareil, ils m'ont dit: «Bah, de toute façon, vous en avez déjà un», Ouais. enfin, c'est vraiment c'est on te laisse comme ça, ils se rendent pas compte psychologiquement de l'impact. Ben c'est ça. Et puis de moi, bon, j'étais en train de m'expulser, mais ça faisait mal. Ça, c'est compliqué. Ah oui, oui. Et qu'on me laisse comme ça et tout, bah, quand j'en ai parlé à mon gynéco là, fin novembre, il m'a dit: «C'est pas possible». Ouais. Je dis: «Bah, écoutez, je l'ai vécu, donc je sais très bien ce qui s'est passé et je m'en rappelle très, très bien, même si ça fait 6 ans, quoi». Ouais, moi, j'ai vécu la même chose. Ils m'avaient donné, des médicaments pour, que tu mets dans le vagin, en fait, pour te déclencher les contractions. Mmh. Et même le pharmacien voulait pas me les donner. Il me dit: «Mais c'est pas possible que l'hôpital vous les donne pour faire ça toute seule chez vous». Je dis: «Mais si, je vous assure». Mmh. Et j'étais à 2 mois et demi et on m'a laissé, perdre mon bébé, avoir les contractions chez moi. Non mais Enfin, c'est ils sont malades. C'est là, la prise en charge, elle était vraiment, vraiment pas cool, quoi. ouais, puis après ça nous donne pas confiance et y retourner. Ouais, tout à fait. Donc c'est compliqué, quoi. Mais ça, c'est pareil, ça arrive à beaucoup de femmes, hein, C'est tout ce ça. qui est, les fausses couches et les suites après, parce que moi, ça va, j'ai vraiment été soutenue. J'avais mon mari, j'avais du monde derrière, mais il y a des femmes, derrière, elles psychologiquement, c'est très compliqué. Et oui, oui, oui. C'est vrai que moi, mon compagnon, il comprenait pas sur le coup. Il me dit ouais, c'est quand même compliqué, je peux comprendre, mais bon, on l'a pas vu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je dis ouais. oui, mais moi, j'ai eu un premier enfant, donc pas avec mon compagnon là. Mmh. Donc du coup, il était pas encore papa. Donc il savait pas Ouais, c'est ça. tout ce qui était en jeu, tout ce qui s'était passé dans ma tête et tout, tu vois? Tout à fait. C'était un peu compliqué sur le coup, quoi. C'est ça et puis eux, ils deviennent papa une fois que le bébé est né. C'est Nous, ça. on devient maman quand il est dans notre ventre, en fait. Dès qu'on nous dit qu'il y a un cœur qui bat et qu'il y a un bébé en nous, beh, ça y est, on l'aime déjà donc puis c'est dans notre corps que ça se passe tout ce chamboulement. Ouais. Donc c'est compliqué pour eux, c'est très compliqué à comprendre, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est quand on a eu du coup, bah, pour ma part, le deuxième et lui son premier, qui m'a dit: «Mais au fait, la grossesse extra-utérine, ça a dû être dur, non, quand même?» Ouais, c'est ça, il a compris. C'était compliqué. Ouais. Et on n'en parlait pas. Non, Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'on n'en parle pas. ça c'est clair. On n'en parle pas et même des fausses couches, en général, on parle pas de vraiment l'après, ce que ça fait sur la femme. Enfin,
Ça arrive à tellement de femmes que finalement on banalise le truc, quoi. Ouais. Bah, un peu comme les règles, quand on a mal, on n'en parle pas. C'est ça, tout à fait. C'est un peu, on se dit, ouais, peut-être parce que je suis un peu sensible, peut-être parce que je vais me plaindre d'un truc, mais bon, tout le monde a ça. Ouais. Pourquoi moi, je devrais me plaindre? Ouais, puis moi, quand j'ai eu mes règles jeune, je me rappelle, on m'a toujours dit que ça devait faire mal, en fait. Ouais, mais C'était pareil. la normalité. Donc, voilà, ça devait faire mal. Je me rappelle, il y avait même une tradition où ma mère, elle nous mettait une claque. Je sais pas si tu as entendu déjà ça. Elle nous Non. mettait une claque quand on avait nos règles. Dans la famille, c'est une tradition. Et en fait, on disait que si tu as ta claque à tes premières règles, bah, c'est que tu n'auras pas de douleur avec tes règles dans ta vie, quoi. D'accord. Ah non, je connaissais pas. Ah, mais je connais beaucoup de familles qui font ça. Et voilà. Donc, en fait, si tu n'as pas eu ta claque, tu auras mal toute ta vie et c'est normal. D'accord. Tu vois? C'est pour dire à quel point c'est vraiment ancré dans les têtes, quoi. Mais de fou. Mm. Ah, je la connaissais pas du tout, tu vois. Ah ouais, c'est spécial. J'essaie de m'en remettre parce que je connaissais pas. Ah si, et puis moi, ma mère, elle me l'a déjà dit. Elle m'a déjà dit non, mais t'as pas eu ta claque à tes premières règles, bah voilà, c'est pour ça que t'as mal comme ça. Et tout, tu vois, Il y avait un problème. Ouais, c'est ça. Faut dire aux femmes que c'est pas normal d'avoir mal quand t'as tes règles. C'est pas normal d'être pliée en deux et de pas pouvoir bouger. Bah, je sais que moi, à mes 16 ans, j'avais souvent mal, surtout quand j'avais mes règles et tout. Et même après mes règles, tu vois, souvent j'avais mal au côté droit, j'avais du mal à marcher, j'avais du mal à rentrer dans la voiture et tout. Et je m'étais plaint à ma mère, elle me dit, bah, c'est quand même bizarre et tout. Donc elle m'a emmené vous faire une écho. Et en fait, j'avais un kyste à l'ovaire de la taille d'une orange. Ouais, j'ai déjà eu les kystes, ça fait hyper mal. Et je m'en rappellerai parce qu'il m'a dit, bah écoutez, vous avez un kyste à l'ovaire de la taille d'une orange, donc vous allez prendre la pilule. J'ai dit d'accord, et ça va se réduire, bah j'espère, mais en tout cas, vous êtes stérile. Ah d'accord, sympa. Comme ça. Bon, bah bonne journée, et tu t'en vas. Non mais c'est terrible. Ah ouais, mais compliqué. Donc du coup, quand j'ai eu ma première, bah, j'ai fait un déni de grossesse. J'ai su que j'étais enceinte à 4 mois et demi de grossesse. Ah oui, bah oui, parce que toi, dans ta tête, c'était pas possible. Ben non. C'est ça. Non, et puis j'avais pris un peu de poitrine, mais pas tant que ça. Le ventre toujours plat, rien. Et c'est vrai que c'est une copine à moi qui me dit, mais t'es pas enceinte? Je dis, bah, arrête-toi. Je dis, je suis stérile. Qu'est-ce que tu me dis? Je dis, tu mets un peu le couteau, tu vois, dans le dos, là. Je dis, c'est pas cool et tout. Elle me dit, non, mais franchement, fais un test. Et pourtant, j'avais mes règles et tout. Hein. Donc, le truc fou, quoi. Et je fais le test de grossesse, je vois positif. Je dis, non, mais il y a un problème. Il y a souvent des faux positifs, c'est pas possible. Ouais. J'en ai fait 5 de suite, quoi. Je vois positif et tout. Je dis, bon, bah, faut peut-être que j'aille voir un gynéco. Du coup, je suis allée voir le gynéco. Et il me dit, oui, vous êtes enceinte, vous voulez savoir le sexe? Je dis, le quoi? Je dis, mais c'est pas possible. Je suis stérile. Je lui dis, il me dit, ouais, la preuve que non. Il me dit, il y a un bébé, là. Et il m'a fait écouter le cœur et tout. Oh, mais j'étais là, mais où je suis? J'étais complètement désorientée, quoi. On t'a donné un diagnostic, mais ils n'ont pas été chercher plus loin. Moi, c'est pareil. Quand j'ai l'adénomiose et endométriose, on me dit, mais c'est pas possible, t'as eu 4 enfants, c'est impossible, Ouais. t'as pas ça, c'est pas possible. Bah oui, mais non, tu peux avoir des enfants quand même. C'est pas une fatalité pour tout le monde. C'est ça. Parce qu'il y a des femmes, du coup, elles pensent qu'elles auront jamais d'enfants de leur vie, alors que pas du tout. Et puis, on nous met ça dans la tête, hein, souvent. Hein. C'est ça. Donc, du coup, bah, quand on nous dit ça, on se dit, ouais, je pourrais jamais avoir d'enfant. Et des fois, au final, bah, ça marche pas parce que tu psychotes sur ça, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, quand j'ai fait ma fausse couche, c'est pareil. On m'a dit, bon, vous allez galérer, je pense que ça va être très compliqué. On m'a dit, mais bon, heureusement, vous en avez déjà un. Ouais, mais en fait, peu importe, quand tu as le désir d'un autre enfant, même si tu en as déjà un, tu te consoles pas avec ça. C'est quand même douloureux de te dire que tu pourras pas en avoir d'autres. non. Donc, bon, moi, j'ai bien fait de pas les écouter. Après, moi, j'ai mes croyances et j'ai ma foi aussi qui m'a aidée à me dire que non, je vais pas, j'écoute pas ce que disent les médecins et j'en aurai d'autres. Et finalement, j'ai bien fait parce que j'en ai eu 3 derrière. Donc, Et oui. mais c'est assez dur quand on te balance ça comme ça à la figure, quoi. Il y a vraiment ce truc, je sais pas, un manque d'humanité quand on annonce ces choses-là, quoi. Ben ouais, comme si c'était normal. Mais après, peut-être parce qu'ils sont tellement habitués à dire des choses comme ça, des fois. Ouais, je pense que c'est ça, en fait. Ils sont tellement, ça arrive tellement souvent, même la fausse couche, c'est tellement, ça arrive très souvent que du coup, bah, voilà, pour eux, ils annoncent ça comme ça, quoi. Et ouais, c'est sûr. Quels sont les symptômes les plus difficiles à gérer pour toi? Alors, je dirais le principal et celui avec qui je me suis toujours battue, c'est la fatigue. Une fatigue chronique parce que, en fait, ce qui m'a agacée, c'est que
Toute ma vie depuis l'adolescence, par contre, ça, je l'ai. Je dormais tout le temps. Je rentrais de l'école, je dormais. Je rentrais du lycée, je dormais. Et là, j'ai toujours eu ça. Je me lève le matin, je dépose mes enfants. J'ai qu'une envie, c'est de me recoucher, quoi. Et ouais. Et je le disais tout le temps au médecin. On m'a toujours dit non, mais c'est rien. C'est psychologique. Tu vas mal. Moralement, ça va pas. T'as 4 enfants, donc la charge mentale et ceci et cela. Mmh. Sauf que je le sentais dans mon corps que non, en fait, elle est pas normale, cette fatigue. Et oui. Et quand j'ai eu le diagnostic, ça, j'étais vraiment soulagée parce que j'ai vu que c'était un des symptômes de l'adénomiose et que j'étais pas folle, quoi, qu'il y avait une réelle fatigue. Donc ça, pour moi, c'est très dur à gérer parce que ayant 4 enfants, un travail, une maison à gérer, quand tu es fatiguée tout le temps, bah, ça joue sur l'humeur, ça joue sur plein de choses. Et ouais. Donc ça, c'est compliqué parce que ça, c'est constant. Après, les douleurs, des fois, je peux pas aller travailler, je suis obligée de décaler mes rendez-vous parce que je peux pas me lever ou d'un coup. En fait, c'est que c'est imprévisible. Tu peux très bien aller très bien et au moment où c'est l'heure d'aller chercher tes enfants, tu te retrouves avec une douleur qui te paralyse, quoi. Donc, C'est ça. les douleurs aux ovaires qui descendent dans la jambe, moi, c'est terrible. Ça me fait vraiment très, très mal. Et ouais. Moi, je sais que j'ai des douleurs aussi dans le dos, les jambes. Ça me fait mal jusqu'aux chevilles, comme si je m'étais cassé la cheville. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça te prend, ça te saisit, tu peux plus rien faire, quoi. Non, alors monter dans la voiture, descendre de la voiture, oh là là. C'est ça. Puis quand t'as des petits, ils veulent que tu les portes. Ouais, mais non, je peux pas, en fait. Je sais même pas comment je vais faire pour te descendre de la voiture et après te remonter dans la voiture. C'est tout à fait ça. Ma petite, elle est habituée, des fois, elle me dit « Maman a bobo au ventre », alors je lui explique. Mais ça fait de la peine, quoi. Des fois, je peux pas la porter non plus, c'est compliqué. Ouais, moi, je sais que mon fils, il le sent. C'est peut-être parce que je dois tirer une tête bizarre, mais il me dit « Mais t'as bobo au bidou ?» Il me dit comme ça. Je lui dis « Oui, j'ai bobo. » Ouais. Il me donne une peluche. Ouais, ils comprennent qu'il faut leur expliquer simplement, je pense. Hein. Ça sert à rien de faire semblant. Il faut leur dire qu'on a mal et que voilà. Et puis, voilà, faut leur expliquer et puis ils comprennent. Hein. Après, moi, je la mets à côté de moi, elle joue à côté et voilà, on essaie de trouver des solutions. Mais des fois, j'ai la chance d'avoir mon mari, quoi, parce que sinon, c'est compliqué toute seule. Bon, quand c'est l'heure de faire le repas, mais que d'un coup, ça te foudroie, t'as une douleur foudroyante, le repas, faut attendre un bon moment, quoi. Donc, heureusement qu'on a des compagnons qui sont à côté et qui peuvent reprendre le relais, quoi. Ah ouais, c'est clair, parce que je me dis, quand t'es maman solo, je pense des fois à ces femmes-là, je me dis, waouh, déjà, moi, je trouve que c'est galère, même des fois, quand il est au travail, il est pas là ou quoi, mais voilà, je sais qu'à un moment donné, il va être là, il va prendre le relais. Ouais. Mais quand t'es toute seule, c'est terrible, quoi. Ouais. Je me vois quand il est au travail et que d'un coup, je dis, bon, allez, il faut que tu tiennes jusqu'à telle heure. Allez, tiens, ça va bien se passer. C'est ça, et t'as pas le choix. Et je sais que c'est compliqué quand vraiment t'as mal et que tu dois faire des choses, même le travail. Pour avoir une vie sociale et un travail, c'est ultra compliqué. Et ouais. Figure-toi que c'était la question d'après. Ah parfait. Du coup, comment cette maladie ou ces maladies, elles t'ont affecté dans tes relations personnelles et professionnelles? Alors, professionnellement, donc c'est à cause de la fatigue, ça a toujours été compliqué. Quand j'étais salariée, du coup, il y avait des jours où la fatigue, elle me plombait tellement, c'était hyper dur. Pareil pour les règles abondantes, quand tu saignes énormément et que tu sais que ça va être la galère parce que tu as peur d'être tachée, tu as peur de ça, et puis là, les carences, la fatigue que ça entraîne, c'est compliqué. Donc, quand j'étais salariée, c'était vraiment compliqué. Du coup, je me suis mise à mon compte en tant que coiffeuse à domicile. Comme ça, je gère un petit peu mon planning et mon temps. J'essaie de calculer avec les périodes d'ovulation et les périodes de règles où je sais que là, ça va être encore pire. Donc, j'évite de prendre des rendez-vous. Je jongle. Après, là, j'ai beaucoup diminué la coiffure parce que je me suis aperçue que même la coiffure, c'était compliqué. Je devais rester debout quand je coiffe une personne. Sauf que quand tu es chez un client et que la douleur te prend et que tu dois rien dire et continuer à coiffer, c'est compliqué. Donc, j'ai un autre travail en parallèle où je suis à la maison en télétravail. Donc, ça m'aide parce que du coup, je suis à la maison. Donc, je peux m'allonger si ça va pas. Je suis beaucoup plus à l'aise. Et après, socialement, avec les gens, c'est pareil, c'est compliqué. Des fois, j'ai pas envie de sortir parce que la fatigue, parce que j'ai peur. T'as pas envie de passer pour la relou qui a tout le temps mal. C'est ça. Donc, même si tes amis le savent et qu'ils comprennent, à un moment donné, t'as pas envie tout le temps de leur dire que t'as mal. T'as pas envie pendant un repas ou si ça te prend la crise, que tout le monde te regarde et que ce soit centré sur toi. Donc, c'est vrai que socialement, c'est compliqué. J'essaye vraiment de me forcer à faire des choses et à être active parce que sinon, je passerai mes journées au lit et je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Mais c'est sûr que oui, ça a un impact sur la vie sociale, c'est certain. Ou tu réfléchis, exemple, ce soir, je dois aller manger au restaurant avec des amis ou des trucs comme ça. Du coup,
dans la journée, je vais moins faire de choses, voire rien du tout, pour du coup y aller en espérant que vu que j'ai rien fait dans la journée, ça va bien se passer. Ouais, c'est ça. Je vais avoir la douleur en fin de soirée, vers le dessert, comme ça après, il y a le temps de rentrer, de se poser, etc. C'est ça. Des techniques. T'es obligé de calculer, mais c'est ça. Et même quand je sais que je vais avoir une période d'ovulation ou que ça va être pire, etc., mais pareil, je sais que là, je prévois rien. Ah oui. Enfin voilà, faut tout calculer. Et pareil, je vais faire des siestes dans la journée si je sais que le soir, on a quelque chose pour essayer d'être bien et de gérer, quoi. Quand toi, t'en as 4, moi j'en ai 3, la sieste de l'après-midi, moi, c'est très compliqué. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que tu peux pas le faire tout le temps. Non. C'est dès qu'on peut et quand les enfants ont envie aussi de te laisser te reposer. Oui, parce que souvent il me dit réveille-toi, réveille-toi. Oui, je suis réveillée. Il me dit fais pas nuit, réveille-toi. Oui, je sais. J'ai l'impression de tout le temps en train de leur dire que je suis fatiguée. Maman, elle est fatiguée, la maman, elle est fatiguée. Ouais. Des fois, je culpabilise, tu sais, tu te dis, mais les pauvres, ils doivent se dire, ma mère, elle est tout le temps fatiguée, tout le temps malade. C'est ça, ouais. C'est compliqué, ça aussi. De pas pouvoir tout le temps jouer avec eux, d'être pleine d'énergie. Ça, c'est compliqué. Si, exemple, à l'école, il y a des gens qui sont malades, donc c'est sûr que moi, je vais choper cette maladie. Parce qu'ils me les apportent, mes enfants. Et je vois ma fille, elle me dit souvent, bah non, il y avait quelqu'un dans ma classe qui était malade, donc je vais pas te faire de bisous, hein, parce que c'est pas le moment que tu sois malade, t'es déjà pas bien. Je lui dis, c'est gentil, mais bon, fais-moi quand même mon bisou, parce que... Ouais, elle est trop mignonne. Mais tu vois, elle panique. Du coup, elle me dit, mais tu crois que je devrais porter un masque tout le temps? Tu crois que... Je dis, mais non, en fait... T'as pas à subir ce que... Écoute, je tombe malade, c'est pas grave en soi, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais bon, ils essayent de faire de leur mieux, tu vois, mais... Oui, c'est normal, ils nous aiment, puis ils aiment pas nous voir mal. Hein.